Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Avec à la une du cinéma, nous recevrons le comédien Gaspard Huliel, le réalisateur Guillaume Niclou pour ce film Les confins du monde. Valérie Zago nous racontera les terroirs alsaciens avec ce grand cru Gaisberg à découvrir. Dans le magazine du logement et de l'habitat, focus sur un métier, la conciergerie, avec ce monsieur que vous avez découvert, Mathieu Chanvillard. Ça sera l'humeur du jour du jeudi soir. Avant cela, le JT Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité, ce soir c'est la mode des calendriers de l'Avent. Nous vous avons préparé une sélection 100% Made in Alsace. SOS Racisme fait étape à Strasbourg pour un tour de France Salam, Shalom, Salut. Et puis zoom sur l'économie sociale et solidaire avec l'association Adhésion à Wittenheim. Cela fait 20 ans qu'elle favorise l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi. À partir de samedi, les enfants pourront ouvrir leur calendrier de l'Avent, mais les grands-enfants aussi peuvent se faire plaisir. C'est la tendance du moment, fini les chocolats un peu génériques, place au thé, café, produits de beauté ou encore bière. Tous se déclinent aujourd'hui en 24 fenêtres. Petite sélection spéciale Made in Alsace avec Cécile Motz et Juliette Richler. À chaque jour, sa fenêtre, et celle-ci cache de quoi séduire les plus gourmets des amateurs de chocolat. Cela fait 5 ans que le chocolatier et pâtissier Thierry Mühlhaupt s'est emparé de la tradition. Et ça marche, un voyage entre douceur et retour en enfance. J'étais toujours ravi de pouvoir ouvrir cette fenêtre dans mon enfance. Mais bon, ça c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire ce calendrier de l'Avent et de le traiter de manière effectivement à proposer à nos clients des chocolats totalement différent de ce qui se trouve par ailleurs. On le décline en 2 calendriers différents. Un plutôt adulte en fait qui est dans une boîte un peu plus chic, rigide, avec des bonbons de chocolat qui sont fourrés avec un praliné à la noisette et puis enrobé d'un chocolat au lait. Et l'autre en fait qui contient 28 cases et non pas 25 parce qu'avec des en-cas d'urgence, oui, en cas d'urgence. Des chocolats supplémentaires donc pour les plus gourmands, de quoi accompagner son café, qui lui aussi se met à la mode calendrier. L'enseigne alsacienne REC empaquette ses dosettes pour la première fois pour un compte à rebours avant Noël. Ça change des calendriers qui sont composés de chocolat. Du coup là effectivement on peut découvrir la gamme de capsules de nos cafés, mais via un petit calendrier de Noël et c'est plutôt sympathique pour tout le monde. Il y a 2 cafés dedans qui sont mis en capsule pour l'occasion, le café Colombie de Quindio et puis un petit mélange gourmand, voilà pour compléter un petit peu la gamme de capsules. Autre option Made in Alsace, pour sa 2e année, les confitures du Climont se déclinent en 24 parfums à découvrir chaque matin. Et on est loin de la confiture de fraises traditionnelle. La dernière que nous avons créée tout récemment, c'est une gelée de coin à la bière qui a bien sa place aussi dans ce calendrier. Là, en Alsace, on est très porté sur les épices et les alcools. Donc c'est vrai que c'est plutôt ce genre de confiture peut-être qui vont être choisies pour les adultes. De la carotte au marc de Gewürz, de la cerise au kirsch, de la banane au schnapps ou des confitures un petit peu épicées, effectivement, la poire au gingembre, des choses comme ça. Et pour les moins gourmands, existe aussi un calendrier tout en images avec 24 illustrations de l'Alsacien Guy Unterreiner. Autant d'idées made in Alsace qui permettent d'attendre patiemment ou non les fêtes de Noël. Dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, nous avons rencontré SOS Racisme à l'occasion de leur étape strasbourgeoise, de leur Tour de France Salam, Shalom, Salut. Et puis direction Échaud où une charte de la biodiversité a été signée, Fanny Kunz et Adrien Laby. Salam, Shalom, Salut,
c'est le projet d'SOS Racisme. L'objectif, aborder les relations entre juifs et arabes pendant un tour de France. Un groupe de jeunes sillonne les routes à la rencontre des citoyens en créant un espace de discussion qui se veut bienveillant. Après Grenoble, Marseille ou encore Toulouse, cet après-midi, c'est à Strasbourg qu'ils ont fait étape. Salam, shalom, salut, ça représente déjà un pas vers l'autre, d'une certaine manière, et que surtout, de pouvoir, et c'est pour ça qu'on a inclus, c'est pas un projet que de juifs et d'arabes, et c'est pour ça qu'on a inclus Salut, parce qu'en fait c'est un projet de Français, avant tout, de jeunes Français, et donc qui font le tour de France pour pouvoir parler de vivre ensemble, d'égalité dans toute la France. Le but ultime, c'est de vivre ensemble et de pouvoir que les gens puissent sortir de leur carcan identitaire, religieux, sociaux, d'environnement aussi, et qu'ils puissent pouvoir s'exprimer dans un cadre bienveillant, comme on va le faire dans cet établissement en milieu scolaire, et parler de nos identités, et surtout parler des identités qui nous animent, mais aussi définir le fait que nos identités ne sont pas du tout figées, et qu'elles avancent avec le temps. L'identité, la culture, la religion, la vie en communauté, autant de questions soulevées dans ce Tour de France. Pour Dan, Nicolas et Yélise, participer à ce projet était une évidence. L'intérêt des interventions comme on peut faire tout à l'heure dans les établissements scolaires, c'est justement de ne pas les prendre par la main, parce qu'on n'est pas là pour donner une leçon, on est là pour raconter notre récit personnel. Et le but, c'est qu'eux aussi puissent prendre la parole là-dessus. Les étapes qu'on a fait jusqu'ici montrent bien à quel point ça peut libérer une parole qui est bien plus complexe que ce qu'on nous vend en fait au quotidien, et qui est bien plus positive aussi, sans occulter les problématiques qui existent et dont on parle aussi. C'est pas parce qu'on est ni arabe ni juif qu'on ne peut pas s'intéresser au sujet, et qu'il est important justement d'être là pour les gens. Ce qui ressort surtout des interventions, c'est que les jeunes deviennent curieux, c'est-à-dire qu'on leur montre aussi la réalité. Et donc ce qui est important, c'est de montrer aussi qu'à la fin, les jeunes se posent une question. Ça peut être 10, mais ne serait-ce qu'une, c'est déjà une victoire pour nous en fait. Prochaine étape pour le Tour de France, le 5 décembre à Sarcelles, en Île-de-France. Vous aurez assez peu de chances de les apercevoir dans cette brume matinale. Mais la gravière Helmbacher à Échaud est un véritable refuge pour de nombreuses espèces sauvages. Insectes, batraciens, poissons et oiseaux se sont installés ici depuis que l'entreprise s'est engagée dans la promotion de la biodiversité. En quelques années, les aménagements environnementaux se sont multipliés sur le site et côtoient les structures industrielles. Certaines espèces sont d'ailleurs là, c'est le cas des sternes et des mouettes, grâce aux aménagements qu'on a fait. Donc on a aussi ce rôle de créer les ultimes refuges pour certaines espèces qui sont en voie de disparition. De même pour certains batraciens, les mares qu'on aménage sont les derniers sites où on peut les retrouver. Donc il y a un vrai lien entre notre activité en fait et la biodiversité. Une démarche volontariste de l'industriel qui l'amène ce jour à signer la charte éco-sociétale de la ville d'Échaud. Ils sont ainsi une dizaine, entreprises et associations, à s'engager pour protéger la biodiversité. Nous avons 80% de notre banc qui est ni urbanisé ni urbanisable, donc avec beaucoup d'espaces bien sûr agricoles et naturels, et il y a lieu de les protéger. Nous avons la chance d'être entre l'Isle et le Rhin, donc avec des espaces magnifiques, et on a vraiment cette conscience de devoir protéger ce qui est un patrimoine en fait. Une action qui s'inscrit dans le prolongement de la charte biodiversité de l'Eurométropole, dont Échaud est signataire. Au niveau de la collectivité, on estime que ce sont les villes qui doivent être le fer de lance de la défense de l'environnement. C'est à partir des milieux urbains qu'on a les réseaux de chaleur, c'est à partir des milieux urbains où on rend des terres agricoles et des terres naturelles dans les plans locaux d'urbanisme. Et nous faisons énormément d'efforts. C'est les villes qui ont les premiers supprimer les traitements chimiques, par exemple, pour traiter les herbes folles. Et donc, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Aujourd'hui, le rôle de la métropole, elle est en fait de coordonner, de sensibiliser les communes. Des communes qui répondent présents. Sur les 33 municipalités de la métropole, seules 4 n'ont pas encore adhéré à la charte biodiversité défendue par Robert Herrmann.
Direction Wittenheim à présent, à la découverte de l'association Adhésion. Cela fait 20 ans qu'elle travaille autour des notions de solidarité, d'insertion et de développement durable. Marine Zis a visité l'atelier du Beau, où des personnes en insertion relookent des meubles anciens. Armoires, bureaux, tables, ici les meubles sont entièrement relookés. Et à y voir leurs coups de pinceau, on pourrait croire que ces femmes peignent depuis des années et pourtant, certaines viennent tout juste d'arriver. C'est le cas de Chantal Jacob qui a intégré l'équipe il y a un mois. Je suis arrivée ici parce que j'étais maman au foyer pendant très longtemps, après un divorce et tout. Je recherche du travail, ça fait 2 ans que c'est un peu dur et puis on m'a orientée vers ici. Comme Chantal, tous sont salariés. Ils ont un CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion qui leur permet de retrouver une vie professionnelle et sociale, souvent après une longue période de chômage. Les salariés retrouvent un rythme de travail et retrouvent confiance. C'est le plus important. Quand on est inactif depuis de nombreuses années, c'est parfois très difficile d'avoir confiance en soi et de se dire je suis capable de faire de belles choses et d'être intégré dans une équipe. L'association existe depuis 1998, mais c'est 10 ans plus tard que l'atelier du Beau a vu le jour. Des chantiers d'insertion comme celui-ci, il y en a peu. L'atelier du Beau a été créé en 2008, justement pour offrir une autre offre d'insertion pour les femmes, plus à destination des femmes, c'est-à-dire qui changent du ménage, du repassage, du tri de vêtements que l'on trouve également dans la zone à Wittenheim par le relais Est. C'est vraiment trouver une activité plus créative, plus valorisante pour les salariés qui travaillent à l'atelier du Beau. L'association crée environ 300 pièces par an. Les meubles sont réalisés sur demande ou vendus dans leur boutique ou sur leur site internet. À Paris, près de 80 producteurs de vins alsaciens sont présents au 40e Salon des vignerons indépendants. Et la tendance est plus que jamais au vin biologique et biodynamique. Plus d'explications avec Nora Boiriois. Des allées de plus en plus vertes, vins naturels, biologiques ou biodynamiques, ces appellations se multiplient au Salon des vignerons des indépendants. Parmi ceux qui s'engagent dans ces démarches, il y a par exemple Luc Faller et Myriam Voland. Dans leur domaine d'Itterswiller, ils ont depuis longtemps banni les produits chimiques et la biodynamie, ils sont passés depuis 10 ans. C'est beaucoup de présence, beaucoup de temps humain. Et en fait, le but, c'est donc de valoriser les sols, d'avoir des sols extrêmement vivants, nourriciers, que la plante, par son système racinaire, soit capable d'aller chercher les substances, elle soit capable d'assimiler ces substances pour amener tout ça pour amener la plante à une fructification très harmonieuse. Même dynamique un peu plus loin chez Fabienne et Jean-Louis Mann. Après 10 ans de travail de la vigne, c'est en 2009 qu'ils se convertissent au vin biodynamique, avec en ligne de mire l'expression du terroir. C'est un peu le bon sens agricole aussi de faire du bio. On ne peut pas éternellement tout polluer, voilà. Mais c'est aussi, un retour vers la source, je pense, pour les clients. Et il y a de plus en plus de gens qui vont vers ça. Alors que la consommation de vin conventionnel ralentit en France, celle du vin biologique augmente fortement. Ainsi, le marché du vin bio devrait quasi doubler en France d'ici 2022. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on finit ce JT avec l'image du jour d'Oliviane. L'an passé, c'est Zagreb qui avait remporté le concours du meilleur marché de Noël d'Europe. Strasbourg ne finissait que 5e, ce qui avait provoqué bien des tensions, puisque la ville n'était même pas officiellement candidate. Changement de stratégie cette année, Strasbourg sera bien sur la ligne de départ pour retrouver son titre perdu. Et la capitale alsacienne compte bien se donner les moyens d'y parvenir, elle qui a déjà décroché cette année le titre de meilleur marché du monde par CNN Travel. Les votes seront ouverts dès demain, alors
alors n'hésitez pas à apporter votre contribution en cliquant souvent sur ces liens. Voilà, il faudra voter pour la capitale de Noël, Strasbourg. On en parlera demain, je serai en direct depuis le marché de Noël. Merci beaucoup Anna pour ce JT. On accueille le plateau Alsace 20. Venez Mathieu Chanvillard, les humeurs du jeudi, Valérie Zago et nos comédiens et réalisateurs Guillaume Niclou et Gaspard Huliel. Venez. On vous attend. Ah, ça, c'est une entrée de star. Voilà. Gaspard Huliel, année 2018 où tout lui réussit. On va en parler de ce film, Les confins du monde, dans un petit instant. Vous allez vous intéresser juste avant au temps en Alsace. Une petite minute avec Sada. C'est parti. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Une fin de semaine assez compliquée niveau ciel. Regardez, il y aura des nuages absolument partout en Alsace ainsi qu'aux frontières rhénanes. Les valeurs dans la matinée, ça se radoucit. Il fera 4 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin, 5 degrés de Strasbourg à Saverne, 7 degrés ce sera à Wissembourg ou du centre jusqu'au sud de la région du Bade-Wurtemberg et 6 degrés à Mannheim. Votre après-midi, eh bien cette fois-ci c'est la pluie qui s'en mêle absolument partout en Alsace et chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg. Seul Bâle bénéficiera de quelques éclaircies avec des passages nuageux. Les valeurs dans l'après-midi, eh bien 11 degrés partout en Alsace, 10 degrés ce sera à Kiel ou encore à Fribourg et 8 la minimale à Pratteln. Que va-t-il se passer ce week-end? Eh bien du soleil, des nuages et des valeurs qui iront jusqu'à 10 degrés, notamment dans le Haut-Rhin. En ce vendredi, nous célébrons les Andrés. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 7h58 pour nous dire bye bye à 16h36. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Et on parle cinéma ce soir dans 24 heures en Alsace avec nos invités. Guillaume Niclou, comment allez-vous? Très bien. Vous réalisez Les confins du monde avec Gaspard Huliel. Ça va bien Gaspard? Formidable. Super année 2018 pour vous. Hein. Il y a combien de films à l'affiche? Il y a eu Eva, on a parlé d'un autre film très récemment, Le peuple est... Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Oui, qui était bien. Ouais. Voilà. Puis, et Les confins du monde. Les confins qui voilà. sortent. Avec en plus un César 2017, qui est votre deuxième César. Vous avez fait un bon choix de le prendre. J'espère. J'espère. Ouais. Le réalisateur qui a un petit doute, n'en ayez pas. Vous mettez une période assez peu mise en scène finalement au cinéma. C'est la guerre d'Indochine. Pourquoi, avant qu'on découvre la bande-annonce, pourquoi ce scénario vous a inspiré? C'était en fait une proposition très incongrue, c'est de pointer cette date du 9 mars 1945, parce que c'est un fait historique que je ne connaissais pas, le massacre organisé par les Japonais dans le nord du Tonkin, où ils ont massacré hommes, femmes et enfants, dans toutes les garnisons françaises. Voilà. Donc ça a ancré d'une façon très précise ce récit, mais en même temps, j'avais la grande liberté d'explorer cette zone de guerre qui avait été très peu traduite, à la fois dans les livres d'histoire, sur des documents filmés ou photographiés. Donc ça me laissait à la fois une grande liberté d'exploration et sur lequel le personnage de Gaspard a pu, comme ça, vampiriser presque tout le cadre historique pour se concentrer exclusivement sur sa quête existentielle. Le personnage de Gaspard, c'est Tassen, un militaire seul survivant d'un massacre, on va en parler dans un instant. Quelles indications vous a donné le réalisateur juste avant que vous engagiez dans ce film? Ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser. Puisque on a affaire à un réalisateur assez atypique qui, justement, essaye de s'affranchir de toute notion préparatoire, de ne rien anticiper, voilà, pour essayer d'échapper à tout conformisme, en fait. Et c'est une méthode qui, pour moi, était assez différente de ce que j'avais pu expérimenter auparavant, donc un peu troublant au départ. Et en fait, quand on s'y abandonne complètement, ça devient une forme de liberté assez inouïe, en fait, de s'en remettre complètement au présent et laisser le film en fait s'inventer au fur et à mesure. On y reviendra sur ce tournage, justement. En 1945, vous l'évoquez, c'est le militaire Robert Tassen qui est interprété par Gaspard Huliel. Il est recouvert de sang dans une fosse au milieu de la jungle. Il est entouré de cadavres. Tous sont morts, sauf lui. Tassen va parvenir à fuir, à être recueilli par des villageois, et il va réintégrer l'armée française avec un seul objectif, retrouver l'homme qui a fait ce massacre, qui a également décapité son frère. Bande annonce.
Le deuil est une drôle d'épreuve. Un jour on croit en être sorti et puis non. On est toujours là, incrusté avec sa colère. Mon frère aussi, lui a coupé la tête. D'une certaine façon, on est de la même famille. Des rescapés. Tu diras à Vobine que mon nom c'est Robert Tassen et que je le lâcherai pas. Sachez qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Je parle de vous. De votre ennemi intérieur. Occupez-vous du vôtre et oubliez-moi. Putain, tu fais chier. Hein. C'est sûr que tu vas aller dans ce merdier. Vous êtes là pour servir la France, pas pour régler vos comptes? Je la sers, la France. Moi, je suis libre. Reviens ce soir. Ce soir, je peux pas. Demain, je serai peut-être plus là. Je veux pas crever ici. Ça t'emmerde, ça, que j'ai pas envie de crever. Je serai jamais comme Dieu. Pars, va-t'en. L'amour, ça prend de la place. Pas la bonne place. Et vous voulez la mettre à quelle place, votre vengeance? Voilà, dans les salles des mercredis prochains avec nos invités. Et ce soir, si vous vous dépêchez, hein, dans un petit peu moins d'une heure, au Star Syntex à Strasbourg. Je vous ai vu vous regarder dans les retours ici qu'il y a sur ce plateau. Qu'est-ce que ça fait quand on est comédien de se dire, ok, ça c'est fait, quel est le rendu, comment est-ce que j'ai joué telle et telle scène, quel regard on a sur soi-même, hein? Ouais, c'est assez complexe. C'est toujours un moment, je trouve, assez perturbant et désagréable de découvrir un film sur lequel on a travaillé. C'est souvent assez violent en fait, puisque forcément à la première vision on ne voit vraiment pas le film. En fait, ça nous ramène à des souvenirs qu'on a, des idées préconçues qu'on pouvait avoir sur tel ou tel moment. Donc ça n'est qu'une succession de surprises, bonnes ou mauvaises. Mais souvent j'ai besoin de revoir les films plusieurs fois pour avoir le recul nécessaire et pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Vous arrivez à vous oublier, à dire tiens, l'acteur là il se débrouille bien, il joue bien? Non, quand même. Quand même pas. Non. Voilà, Guillaume Niclou, vous filmez le sexe, la folie de la guerre, l'opium, une violence terrible. On pourra parler de ces cadavres qui sont jonchés un petit peu. C'est plus à la façon d'un Schoendorfer que d'un Apocalypse Now, j'ai trouvé. Oui, en tout cas, c'est un film important qui a marqué tous les cinéastes qui ensuite ont exploré la guerre du Vietnam, que ce soit Coppola, Cimino, Oliver Stone. Ça a été le film de chevet, parce que c'est la première fois qu'un réalisateur envisageait un film sans montrer l'ennemi et en montrant la vie du soldat dans sa quotidienneté, dans son attente mortifère, avec toute cette tension sous-jacente, cette peur et en même temps toute cette vie. C'est-à-dire que c'est toujours ce qui est très paradoxal, c'est de se sentir le plus vivant au moment où on est presque... Enfin, avec cette possibilité de mort imminente. Et c'est cette fulgurance de vie qui se traduit très bien chez Schoendorfer, et c'est plutôt de ce côté-là, en tout cas, que j'ai essayé de creuser, parce que finalement, le film était totalement autocentré autour du personnage de Gaspard. Ensuite, il y a ce cadre historique, mais c'est finalement ce personnage plongé dans cette guerre, qui pourrait être une autre guerre, et c'est sa traversée, cette espèce de quête existentielle, mais aussi destructrice, parce qu'il est rongé par deux obstinations, la vengeance et sa passion amoureuse. Gaspard, votre personnage va jusqu'à monter un commando avec des prisonniers vietnamiens. C'est ça, c'est pas seulement une histoire de recherche et de vengeance, il y a autre chose, ça va un peu plus loin. Mais ça, c'est quelque chose, en fait, mais je l'ai appris plus tard, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que Guillaume préférait que j'arrive assez vierge, en fait, sur cette expérience. Et j'ai découvert plus tard qu'il s'était inspiré pour ce personnage d'un soldat qui s'appelait Von der Berg et qui, en fait, était le premier, justement, à essayer d'adapter la technique de l'ennemi pour mieux se fondre et du coup d'aller recruter des combattants. De convertir les opposants, en fait. Voilà, c'est les prisonniers qu'on voit dans des cages dans ce film. Il y a des scènes absolument terribles de personnes qui ont été découpées, etc. Toutes les horreurs, j'imagine, de la guerre. Juste d'un point de vue de réalisation, comment on fait ça, quoi? C'est la magie du cinéma.
Parce C'est la que magie du cinéma. c'est horrible, c'est parlant, c'est criant de vérité, en tout cas pour le spectateur que j'étais, quoi. Oui, mais de façon paradoxale, ces plans sont très rares aussi. Ils marquent, je pense, parce que en contrepartie, il y a une exploration aussi de ce pôle qui s'oppose, qui est celui de l'amour. Et que, évidemment, opposer des images de violence à l'amour crée encore plus de violence et crée encore plus d'amour. Donc c'est aussi pour cette raison qu'on peut être évidemment parfois heurté, mais avec cette espèce de fascination qu'on a tous pour la violence. Alors sur les choses très crues, puisqu'on parle de ce film, Les confins du monde, on vous voit nu assez souvent. Donc d'abord, est-ce que c'est compliqué de se mettre nu quand on est comédien? Et on vous voit avoir un rapport sexuel, on voit tout. On voit votre sexe. C'est-à-dire tout. On voit votre sexe. Alors est-ce que Et vous mon avez... sexe, c'est tout. Non, mais c'est déjà une grande partie. Je dis ça pour les spectateurs. Là, vous avez déjà la salle du cinéma Star Syntex ce soir qui est complète. Voilà. On voit tout. Autrement dit, si on devait être cru, en érection. Ah, carrément. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Moi, dites-moi si vous... Ah, vous avez l'œil... assez Ah oui. Non, je crois qu'on le sent à un moment. Ça, c'est... Bon, c'est... On vous écoutez, jamais un journaliste vous a posé cette question encore. Hein. Vous avez bien fait poser en place. Mais en ce qui concerne la nudité, non. Enfin voilà, après chacun est différent, mais je pense que voilà, un acteur, il doit aussi être conscient que son corps est un outil comme d'autres, et à partir du moment où on l'a fait une fois, après on le refait. Ça vous gêne pas? De difficulté. Non. Et puis en plus avec Guillaume, ce qui est assez appréciable, c'est qu'on fait très peu de prises. Donc sur ce genre de séquence, en l'occurrence, c'est presque dommage. Ça facilite quand même la chose. Et puis, on est tout de suite très à l'aise puisqu'il aborde ça de manière très banale en fait, et de façon très enfin voilà, comme si on tournait quelque chose de tout à fait différent. Et je pense que le moins on en parle avant, le moins on en fait un sort, et le plus facile. C'est au final, surtout que c'est plus pour la jeune comédienne, c'était compliqué puisque pour elle c'était sa première expérience sur un plateau, et j'étais assez surpris de voir, voilà, elle a vraiment fait ça avec beaucoup d'aisance. Voilà. On revient au film dans un instant, on parlera aussi de Gérard Depardieu qui fait évidemment partie du casting. Les confins du monde, ça sort mercredi prochain, et ce soir vous pouvez le découvrir, Star Syntex, 20h15 précisément. Il est 19h24, l'heure des humeurs du jour de Mathieu Champvillard. Je vous propose de nous évader un petit peu ce soir, de voyager, de partir un petit peu la tête dans les étoiles, vidons-nous la tête. J'ai adoré ces images, vous les avez certainement vues également. Elles nous ont été envoyées par, vous savez, ce petit robot de l'autre bout du système solaire, tout seul sur une planète à 70 millions de kilomètres de chez nous, le petit InSight, le robot de la NASA. La NASA qui réalise pour le coup un petit peu notre rêve. Alors non pas qu'on ait tous envie d'aller sur Mars, mais envoyer quelqu'un à 70 millions de kilomètres sur une planète où il fait moins 120 et où il n'y a pas d'oxygène. On pense tous à des gens comme ça, le contrôleur des impôts de Gaspard, un collègue, une belle-mère, on a tous quelqu'un qu'on pourrait envoyer là-bas. Aller sur Mars, ça fait rêver, c'est la nouvelle frontière, c'est l'aventure avec un grand A, c'est l'inconnu. C'est un peu comme Lionel Augier dans les transports en commun ou Valérie Zago devant un verre d'eau, c'est l'aventure, la vraie. Ceci dit, on est quand même de moins en moins ambitieux, je trouve, dans la conquête martienne. Là, j'aurais du mal à vous expliquer ce qu'on allait faire. On va écouter les ondes sismiques du sous-sol martien, quelque chose comme ça. Au début, c'était plus simple. Il y a une cinquantaine d'années, on allait pour voir s'il y avait de la vie, des créatures, des aliens, quelque chose, E.T., tout ça. En même temps, c'était un peu optimiste. Genre, comment espérer trouver une forme d'intelligence sur une autre planète alors qu'on a découvert qu'il n'y avait même pas de l'autre côté des Vosges, en Lorraine. Non, franchement, c'était idiot de claquer tout ce pognon. En tout cas, cette mission est très suivie en France et au plus haut niveau de l'État d'ailleurs. Emmanuel Macron s'intéresse beaucoup à cette expédition. C'est normal, Jupiter s'intéresse beaucoup à Mars, mais avec une question vraiment centrale: y a-t-il des gilets jaunes sur la planète rouge ? Alors, bonne nouvelle pour lui, a priori non. Du coup, Emmanuel Macron peut envisager de faire partie de cette première expédition, de cette colonie, les premiers humains qui iront vivre là-bas sur Mars. Au moins là-bas, il sera peinard, plus personne ne l'emmerdera. Une décision approuvée d'ailleurs par les Gilets jaunes qui, du coup, feront une quête pour lui payer le billet sur tous les ronds-points lors de leur manif de samedi. Vous pouvez participer parce qu'évidemment, le billet, lui, évidemment, coûte aussi un pognon de dingue. Je vais peut-être lui demander de m'emmener avec lui quand même, du coup, d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, vu qu'ici, ça devient un peu compliqué. Moi, je trouve les gens un peu à cran en ce moment, même très agressifs. Moi qui pensais naïvement que tous mes amis Facebook étaient des vrais amis, comme dans la vraie vie de tous les jours.
En fait, non. Hier soir, je me suis fait traiter sur un sujet banal de journaliste corrompu. Alors, bon, heureusement pour mon honneur... C'est toujours vrai ce qu'il dit, attention. C'est vrai, c'est tristement vrai. Journaliste corrompu, donc, mais bon, heureusement pour mon honneur et hélas pour mon compte en banque, il n'en est rien. Bon, je ne reçois pas d'argent du pouvoir, d'un soi-disant agent crypto-macronien, je ne sais pas. Ceci dit, on peut s'arranger. Hein. Moi, je vous mets mon RIB là. Vous voyez, si vous voulez m'envoyer de l'argent, on pourra toujours discuter de ce qu'on en fera. C'est ton vrai RIB, mais t'es un malade. Évidemment. Non, on peut discuter, hein. Tout est possible. Non, sur Terre, on est tous en train de devenir complètement tarés. Moi, je comprends plus grand-chose, hein, pour être tout à fait honnête, que ce soit ma fille de 14 ans, la notice du lave-linge ou les gilets jaunes. Tout ça devient vraiment trop compliqué pour moi. Puis je comprends rien, on veut plus, enfin on paye trop de taxes d'un côté, mais on veut plus de choses. C'est vrai qu'on pourrait faire des économies, hein, bien sûr, mais là tout le monde est pour. On pourrait faire tous ces fonctionnaires fainéants, on pourrait avoir moins de profs par exemple, hein, mais bon, dès qu'on ferme une classe, tout le monde est dans la rue. On pourrait, alors les cotisations sociales, la sécu coûte trop cher, mais on veut pas fermer d'hôpitaux, il faut plus de soins, il faut mieux les rembourser, plus d'infirmières. Les cheminots sont des fainéants surpayés, mais on veut plus de lignes, plus de trains pour aller... Ouais, moi je suis pas psy, ça frise un peu la schizophrénie quand même ce truc-là, il y a un truc qui colle pas, c'est un peu comme vouloir soigner sa dépression en écoutant du Francis Cabrel, il y a un truc qui colle pas. On veut un peu tout et son contraire, hein, et puis cerise de l'hypocrisie sur le gâteau de la mauvaise foi, plus de tout de suite, c'est-à-dire on veut plus d'éoliennes pour faire de l'énergie verte, plus de prisons pour mettre tous les délinquants, plus d'antennes relais hein, pour la 3G, la 4G, la 5G, mais surtout pas chez moi, pas moi qui veux payer, pas dans mon jardin, un NIMBY comme disent les Anglais. Alors je sais pas où on va les mettre, hein, toutes ces antennes relais, toutes ces prisons et toutes ces éoliennes. J'ai une solution, filez-les-moi, faites le petit virement qui va bien, moi je les emmène sur Mars, et puis démerdez-vous. Eh ben voilà, je vous sentais très chaud aujourd'hui Mathieu. Mais oui. Voilà, gilet jaune non ? Vous allez sur Mars. Sur Mars. Gilets jaunes, comme le font Kader nous, dont on va se retrouver dans quelques petits instants. Valérie Zago, vous allez nous parler d'un grand cru qui est absolument exceptionnel. On retrouvera nos comédiens. On parlera notamment de Gérard Depardieu, qui fait 3 apparitions très étonnantes dans ce film. C'est juste après ça. Et tous les jeudis sur Alsace 20, on parle de nos terroirs. Au sommaire, Grand Cru Gaisberg, le domaine Kinsler, un petit objet très pratique. Et pour finir, mon coup de cœur, direction la Bourgogne du Sud pour un rullis blanc. Ah oui, un petit objet tout à fait étonnant. On se l'est passé, vous verrez ça dans un instant. Grand Cru Gaisberg, explication. Exactement. Donc le Grand Cru Gaisberg se situe entre le Kirchberg et l'Osterberg. Nous sommes à Ribeauvillé. Ça fait partie de la trilogie des 3 grands crus de Ribeauvillé. C'est l'un des 3 grands crus, mais c'est le plus petit, il fait que 9 hectares. Et en plus, il a un nom assez original, puisqu'il veut dire le mont aux chèvres. En fait, ça vient du fait que le vignoble est très escarpé, et selon la légende, seuls les chèvres pourraient tenir debout. Voilà, c'est les images qu'on est en train de découvrir, c'est ça ? Exactement. C'est ces images-là, du 9 hectares. Hein. 9 hectares. Donc c'est tout petit. Son terroir. Hein. Alors son terroir, déjà par rapport aux pentes qui sont quand même très pentues, c'est un terrain qui a dû être aménagé en terrasse. D'accord. Du coup, elles sont également clos par des murets assez hauts, entre 2 et 3 mètres, hein, pour lutter contre l'érosion, parce que des terrains très pentus, vous avez un risque d'érosion assez accentué. Ensuite, hein, c'est un grand cru dont les vignes sont plantées face à la pente, avec une exposition remarquable, plein sud. Parfait, pour le soleil. Impeccable, entre sud, sud-est, c'est les meilleures expositions. Et concernant son sol, il a été classé par les sols marno-calcairo-graisseux. Cependant, quand on discute avec les vignerons, finalement, il y a une petite proportion de marne. Voilà, Gaspard, marno-calcairo-graisseux. Voilà, on en sait un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur le vin, sur les vins ? Alors le vin, déjà, c'est le Riesling, le roi du Gaisberg, 99% de la surface plantée. Il a retrouvé le terroir idéal. Le Riesling a besoin d'une maturité lente des raisins, donc parfait. Sur sa jeunesse, ça va être des Riesling qui auront une puissance acide assez importante. Minéral ? Alors, la minéralité va venir avec l'âge. Les vins vont se recentrer sur leur minéralité et développer des notes salines assez intéressantes. Et ce qui est très intéressant sur le Gaisberg, c'est son potentiel de garde entre 20 et 25 ans. C'est fou, ouais, pour les vins blancs, c'est ça. Pas pétroléeux, il n'y a pas... Pas du tout. On est vraiment sur quelque chose d'assez droit, d'assez ciselé, et toujours avec cette petite pointe de minéralité. Ça peut se boire jeune, donc. Ça peut se boire jeune. Moi, je préfère les vieux Riesling, parce que sur ce terroir-là, il est exceptionnel. Un domaine peut-être à nous conseiller ? Alors le domaine Kinsler, qui est réputé pour être l'un des meilleurs sur le Gaisberg. On a rencontré Eric Kinsler. On regarde. Le Gaisberg, je le décrirais comme étant par la densité en bouche, par le raffinement,
aussi qui s'étale progressivement et par la longueur en bouche. Le Gaisberg est très particulier parce que, comme vous pouvez en rendre compte, il est très pentu et difficile à entretenir. Et nos grands-parents et arrière-grands-parents ont gardé ce vignoble, alors que d'autres vignerons le revendaient pour pouvoir avoir des vignes plus faciles à travailler. La plus vieille bouteille qu'on ait bu, c'est en 1921. Donc il y a déjà une quinzaine d'années, c'était le début des années 2000. C'était pas mentionné Gaisberg, mais on sait que mon arrière-grand-parent gardait les vins qu'il gardait, c'était que du Gaisberg. Donc c'était un Gaisberg 1921. Ce qui nous a vraiment marqué, c'était la jeunesse du vin lors de la dégustation. Voilà, des objets insolites. C'est toutes les semaines avec vous, Valérie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des ciseaux. Cailloux. Une idée, messieurs. Oui. Ouais. Vous en avez à la maison? Non, vous voulez pas? Non, c'est un tire-bouchon. Oui, c'est un tire-bouchon. Hop, c'est un bilam. Oui, bilam, attention. Alors le bilam, vous savez l'utilisation bien, ce bilam, vous savez pourquoi on l'utilise? Sur quel type de C'est bouteille? pour quand le bouchon est un peu friable, pour des vins un peu évolués, où le bouchon est un peu fragile. Exactement, sur des vieux millésimes, l'avantage c'est qu'on ne perce pas le bouchon, donc sur les vieux millésimes, le bouchon sèche un peu plus, il est plus friable, donc ça évite effectivement de percer le bouchon, et ça s'utilise essentiellement sur les vieux millésimes. En fait, tu contournes le bouchon de part et Voilà, d'autre, le bouchon va être pincé entre les deux lames, on introduit d'ailleurs la première, et ensuite la deuxième, et ensuite on tourne. Alors je vous avoue que moi je n'ai jamais réussi. J'en ai un à la maison. Alors j'ai testé hier, Gaspard, ça fonctionne. Ah mais je suis certain que ça fonctionne, mais je ne dois pas avoir le Est-ce que tu l'as fait sur une bouteille récente? Non, je l'ai utilisé vraiment pour des bouteilles où c'est nécessaire, puisque ça m'énerve à chaque fois de casser les bouchons. Exactement. Et je n'y arrive pas. En fait, il faut vraiment introduire la lame la plus importante, ensuite la petite, progressivement jusqu'au bout, au maximum des lames, et ensuite vous tournez en tirant délicatement, et il faut faire d'un seul coup, il ne faut pas s'arrêter parce que les lames bougent, et c'est là où on n'arrive pas à extraire le bouchon, c'est quand on s'arrête en cours de route. Ah d'accord. Ça c'est pour la petite explication. Surtout que on a tendance aussi à s'arrêter pour voir si ça marche. Et oui, et ça c'est l'erreur. Ok. Autre information, pour la petite anecdote, donc déjà c'est un tire-bouchon qui est très vieux puisqu'il a été breveté en 1949, et selon la légende c'était le tire-bouchon préféré des garçons de café. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Vu que en fait on perce pas le bouchon, discrètement ils ouvraient les bouteilles, goûtaient quelques centilitres de vin, rebouchaient la bouteille, ni vu ni connu. Ah bien joué. Allez, on va terminer avec ce coup de cœur. Alors mon coup de cœur, direction la côte chalonnaise. Là on est en Rully, donc on est en Bourgogne du Sud, donc on est en 100% chardonnay. Le domaine c'est Le Fort, la cuvée c'est Les Cailloux. On est sur un millésime jeune, on est sur un 2016. Le nez est très expressif. En premier nez, il va s'ouvrir sur des notes de fruits, plutôt abricot, pêche blanche. Ensuite, c'est plutôt floral, tilleul, aubépine, toujours avec une expression minérale bien marquée. Avec l'oxygénation, il va développer des arômes de toasté, grillé, mais qui sont délicates. Le boisé n'est pas trop marqué. En bouche, il y a une belle attaque. La bouche est fraîche, elle a une belle amplitude, une très bonne longueur en bouche. Simplement, il est un peu jeune, donc la bouche est encore un peu sur sa retenue. Il nécessiterait 2 petites années en cave pour vraiment avoir et atteindre sa plénitude. La matière est suffisante pour absorber le bois. C'est un futur vin très joli, Bourgogne blanc, appellation Rully. Voilà, domaine Le Fort. Si l'un de nous sur ce plateau a eu 34 ans il y a 4 jours, est-ce que vous lui offririez cette bouteille? 34 ans il y a 4 jours. 4 jours, ouais, potentiellement c'est Gaspard, possible. Je pense que Gaspard, bien enseigné. avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour votre anniversaire. Jeune comédien talentueux qu'on retrouve avec Guillaume Niclou dans Les Confins du Monde. Un petit mot sur Depardieu, c'est pas tous les jours qu'on joue face à lui. D'abord, Guillaume, je vais commencer avec vous. C'est pas la première fois avec Depardieu. Oui. Ça se passe bien, ça matche bien les deux. Oui, ça se passe très bien. C'est également cette rencontre, Valley of Love, qui a déclenché une réécriture du scénario et dans lequel le personnage de Tassène a évolué et a muté et s'est retrouvé tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est vraiment une relation qui ne se... voilà, ce lien qu'on n'a pas rompu et qu'on cultive de film en film, qui nous pousse à retourner régulièrement ensemble pour continuer d'explorer nos liens et puis de participer à quelque chose d'un peu singulier, c'est-à-dire de mêler nos vies, nos sentiments à l'intérieur des films qu'on fabrique. Comment on est face à un monstre sacré comme Depardieu, Gaspard?
Pas fébrile en fait. Non, je dirais qu'on est galvanisé et plein d'enthousiasme. C'est une rencontre que j'espérais depuis longtemps et j'ai pas du tout été déçu. C'est un acteur immense évidemment, mais qui au-delà de ça est d'une profonde générosité et d'une curiosité pour l'autre, d'une ouverture assez hors norme, et donc c'est forcément très appréciable. Voilà, merci en tout cas à vous. Je vais vous libérer, vous allez retrouver le public alsacien. Vous connaissez un petit peu l'Alsace? Pas plus que ça? Strasbourg-Colmar. C'est déjà pas mal, c'est déjà deux C'est le territoires. trajet. Gaspard. Strasbourg, moi. Strasbourg, et vous avez dit sur Instagram d'Alsacien que vous aimez bien le Gewürztraminer. Voilà. Et ben vous goûterez un autre vin. Ça a été un plaisir. Le film, on va découvrir encore quelques secondes l'affiche. Ce film, c'est mercredi prochain en salle, Les Confins du Monde. Et sinon, ce soir, mais il faudra aller très vite. Merci à tous. Nous, on va repartir dans l'actualité avec le magazine du logement et de l'habitat. Vous allez découvrir le métier de concierge, de la conciergerie, qui s'occupe évidemment, on s'imagine, des espaces verts, des petites réparations, mais aussi d'être à l'écoute des locataires, des personnes qui habitent dans l'immeuble. Reportage Fanny Kunz. Bonsoir et bienvenue pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, comme tous les jeudis soirs, on vous propose un reportage et aujourd'hui, portrait. Le portrait de Cédric Gaudier qui est gardien à la Société Immobilière du Bas-Rhin. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes gardien à la CIBAR, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, on est aujourd'hui présent pour faire votre portrait. On l'a déjà fait depuis quelques temps à la CIBAR, vous le savez, dans le cadre de notre magazine du logement et de l'habitat. Aujourd'hui, donc, Cédric, en tant que gardien, quel est votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est de l'entretien principalement, des espaces verts. Ça va être aussi les suivis de tout ce qui est sécurité, les extincteurs, qu'il n'y ait pas de danger immédiat pour les locataires, de prises qui sortent du mur par exemple, qui peuvent être très dangereux. À côté de ça, ça va être des plaintes locatives aussi. Si le locataire a des problèmes, je vais rentrer dans son logement pour voir ce qui s'y passe exactement. Si je peux le réparer, je le fais, sinon on fait appel à une entreprise. D'accord. Et donc aujourd'hui, tout à l'heure, on vous a vu, vous étiez en train de souffler les feuilles, donc vous faites aussi de l'entretien d'espaces verts, tout ça? D'espaces verts, qui est ma formation initiale. Ah, d'accord. Je suis paysagiste de base, c'est aussi grâce à ça que j'ai réussi à intégrer ce poste-là, parce que c'était un petit peu dans les critères recherchés, ce qui m'a permis de travailler à la CIBAR aujourd'hui. Alors, on peut dire que vous êtes un ancien de LSH, de la Strasbourgeoise Habitat, dont vous aviez entendu parler en tout début d'année dernière, enfin, tout début de cette année, lorsque la CIBAR et LSH ont fusionné. Oui. Vous êtes donc un ancien de LSH. Est-ce que le métier que vous faisiez avant est exactement le même, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été développées, il y a des choses qui se sont rajoutées ou pas? Oui, il y a des sites. Alors avant, je m'occupais que de vie chez Wackenbach. Aujourd'hui, je m'occupe de la maison de Dorlisheim, maison senior. Ouais. J'ai un site sur Burch, un sur Molsheim et un sur Darstein. Donc il y a du boulot. Il y a du travail, on n'a pas le temps de dormir, oui. Alors vous disiez tout à l'heure que vous étiez donc jardinier de formation, enfin en tout cas vous étiez dans tout ce qui est espace vert. C'est ça, oui. Vous avez toujours été animé par ça, c'est quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire? Oui, j'ai toujours aimé être dehors. C'est quelque chose qui est primordial pour moi, et puis j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on est quand même dans un très beau cadre ici. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de travailler dehors, oui. Qu'est-ce qui fait un peu votre quotidien? Imaginons aujourd'hui, quel est votre programme? Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est ramasser toutes les feuilles du site. Donc, c'est aussi une question de sécurité que les gens ne glissent pas et de propreté. À partir de là, si maintenant il y a une plainte locative, je peux arrêter ce travail-là pour intervenir chez la personne si c'est urgent. D'accord. Et donc cet après-midi, vous continuez? Je continue les feuilles toute la journée. Vous soufflez les feuilles toute la journée. Voilà. D'accord. Vous avez un programme en fait que la CIBAR vous donne en début de semaine et vous savez exactement ce que vous avez à faire toute la semaine, ou comment ça se passe? Non, c'est un programme sur toute la semaine. Après, il peut y avoir des choses qui se grèvent dessus, comme les plaintes locatives. On n'est jamais à l'abri, on ne les sait pas à l'avance. Donc ça se rajoute au programme. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme qualité pour faire ce métier-là? Je pense la rigueur et la patience. Écouter un petit peu les problèmes que peuvent rencontrer les gens, nos locataires. C'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc on est aussi une personne sur qui ils peuvent compter, ou sur qui ils peuvent parler, se confier un petit peu. Donc on a un petit peu un rôle un rôle social.
social Un un rôle peu, social, c'est ça? voilà, oui. Ouais. Vous êtes un peu le médiateur entre les locataires et la CIBAR, on peut dire ça comme On ça? essaye de remonter les infos au maximum, ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Imaginons, ouais, justement, je suis locataire ici, j'ai un souci peut-être, je sais pas moi, j'ai un souci avec ma douche ou j'ai un souci avec une lampe qui persiste, on n'arrive pas à la réparer, ça commence à m'énerver, je viens voir Cédric et je dis Cédric, ça m'énerve, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de rechercher le problème, voir d'où ça vient exactement. Si on ne trouve pas, après, je téléphone au bureau qui, eux, vont faire intervenir une entreprise qui seront peut-être plus en capacité de réparer la chose que moi. On reste quand même dans quelque chose de basique dans les réparations. On ne va pas rentrer dans des gros travaux de réfection de logement. Tout à fait. Et du coup, à votre avis, qu'est-ce qui est un petit peu le plus compliqué, le plus difficile peut-être dans votre métier? Est-ce que c'est ce volet un peu plus social? Est-ce que c'est, je sais pas moi, souffler les feuilles, ça vous gonfle particulièrement en automne? Je sais pas. Non, il faut être patient, ce que je vous ai dit avant, ça se passe très bien. Vous avez des gentils locataires? Oui, très. J'ai beaucoup de chance. J'ai un site où ça se passe relativement bien, même très bien. Le métier de gardien, il y a une évolution. On peut développer encore d'autres compétences à votre avis? Est-ce que vous pouvez évoluer dans votre métier? Est-ce que vous pouvez voir plus loin? Alors je suis monté de grade en 6 ans. Je suis arrivé ici, j'étais simple gardien. Maintenant, je suis gardien hautement qualifié. Ah oui. Voilà, donc le stade au-dessus, c'est dans les bureaux. Et les bureaux, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes un homme de terrain? C'est ça. Moi, j'aime être dehors. J'aime pas être enfermé. D'accord. L'intérêt, c'est vraiment de travailler avec ses mains, c'est pas d'être dans l'administratif alors. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir partagé votre métier avec nous, puis à très bientôt. C'est un plaisir. Merci. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain, dans le cadre de votre magazine du logement et de l'habitat. Semaine prochaine, une thématique qui entre dans le cadre de Noël, mais je ne vous en dis pas plus. À jeudi, excellente soirée sur Alsace 20.